bienvenue sur MS Podcast. Dans ce nouvel épisode, on va accueillir Sean de Upside Strength. C'est un spécialiste du conditionnement. Il va vous expliquer comment il voit la chose, à quoi c'est important et surtout comment il a développé ça dans son entreprise et son business. Alors, bonne écoute. Salut, alors bienvenue à Sean de Upside Strength. J'espère que tu vas bien. Petite introduction, donc comment on s'est connus? Donc moi je t'ai connu grâce au test physiologique. Donc je voulais savoir comment fonctionnait mon corps et puis du coup tu proposais ce service qui était excellent d'ailleurs. Merci. Euh, j'ai adoré travailler avec toi et depuis je te suis podcast, vidéo. J'ai vu que tu adores les mèmes sur ton Instagram. Ça me fait assez marrer. C'est aussi un truc qui me parle. Je pense qu'on se ressemble un peu tous dans ce monde. C'est assez marrant. Donc voilà, je te laisse te présenter ce que tu veux dire ou autre pour ceux qui nous écoutent. Super. Écoute, je te remercie déjà de ton invitation. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi sur ton podcast. Je m'appelle Sean, j'ai 33 ans, j'habite à Nyon en Suisse, j'ai grandi ici. Je suis parti 7 ans au Canada. Je suis revenu il y a 3 ans de ça maintenant avec ma femme et notre fils. Donc, je suis marié, j'ai un fils de 7 ans. Et j'ai fondé Upside Strength il y a plusieurs années de ça. Maintenant, j'avais déjà fondé Upside Strength au Canada. Et en gros, en revenant ici, je me suis réétabli euh, en Suisse, propre en ordre, avec tous les papiers comme on sait le faire. En gros, je partage mon temps entre des coachings privés, principalement à domicile. Quand je vais à la salle, c'est en général à Vic, à Basics Fitness, chez David, qui est vraiment une super, super salle pour ceux qui seraient intéressés ou qui seraient dans la région. Et puis, le reste du temps, comme tu l'as mentionné, j'effectue des profilages physiologiques pour des personnes qui sont intéressées comme toi par leur physiologie, savoir comment ça fonctionne sous le capot et qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ses entraînements par rapport à son profil. Je travaille aussi avec des athlètes de CrossFit, des athlètes de sport d'endurance de plus en plus également, course à pied, cyclisme, triathlon, ski de fond et autres. Et en plus de ça, j'ai une chaîne YouTube et un podcast que j'ai commencé il y a plus de 2 ans maintenant et avec lequel je prends énormément de plaisir. Donc, c'est cool de voir d'autres podcasts comme le tien qui émergent et qui apportent du contenu qui est chouette. Mais en gros, voilà un petit peu qui je suis et qu'est-ce que je fais. Ok, magnifique, merci pour toutes ces infos. Une petite question du coup, je rebondis sur le fait que tu as commencé au Canada, donc complètement pas à l'opposé, mais bien loin de la Suisse. Euh, Mhm. Comment est-ce que tu as transitionné? Parce que t'avais des gens avec qui tu travaillais là-bas, tu étais implanté du coup, vu que tu as lancé quelque chose au Canada. Est-ce que tu as Mhm. gardé des coachings et du travail en ligne avec ceux que tu connaissais au Canada ou tu as tout arrêté et puis tu as transmis, on va dire, les clients à quelqu'un d'autre? Très bonne question. Alors, un petit peu des deux. Ça dépendait des clients. En gros, je leur ai fait savoir enfin, je leur ai communiqué que d'arrêter, d'arrêter toute activité physique, ce n'était pas une option, à mon avis. Et que d'après ce qu'ils avaient fait avec moi, j'avais des clients depuis assez longtemps. Je travaille avec les gens en général pendant euh, plusieurs, en général plusieurs années tant qu'eux, ils ne déménagent pas ou que moi, je ne déménage pas. Et donc, j'avais tous ces clients depuis pas mal de temps. Et donc, les options, c'était soit tu continues à travailler avec moi en ligne, soit je te mets en contact avec quelqu'un de local et tu continues à travailler avec un coach d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'ai gardé, si je ne me trompe pas, une douzaine de clients en ligne. Donc, j'ai fait du coaching à distance avec ces personnes-là pendant de, ça a duré entre 6 et 18 mois selon les personnes, je dirais. Ouais. Euh, Personnellement, je trouve que le coaching en ligne, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. C'est pas facile de le faire bien. Et c'est aussi pas non plus le travail qui me botte le plus, très honnêtement. C'est pour ça que j'ai grandement réduit mes heures de coaching en ligne à l'heure actuelle. Je suis encore un ou deux athlètes, mais c'est vraiment tout. Simplement pour la simple et bonne raison que j'aime vraiment le contact, j'aime le présentiel
Et donc, je préfère passer mes heures à travailler en direct avec quelqu'un, même s'il y a certainement du potentiel de travailler à distance avec plus de monde. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on se doit de faire les choses qu'on aime faire et de pas de se créer une prison dorée, comme on dit. Et Ouais. donc, voilà, j'essaie de rester avec les choses que j'aime. Et pour revenir à ta question, donc j'ai gardé certains clients, ce qui m'a permis de faire la transition. Et après, quand je suis revenu, j'étais aussi en contact avec le club de rugby local de Nyon ici, pour lequel j'ai joué pendant plusieurs années. Je connaissais bien beaucoup de monde dans le club encore, les coachs, le président, pas mal de gens du staff, pas mal de joueurs encore. Et donc, j'ai intégré également cette équipe en tant que préparateur physique, rôle que j'ai tenu pendant 2 ans et demi. J'ai arrêté cet hiver, simplement pour des histoires de temps. Je n'ai plus le temps d'aller passer des heures au stade avec les gars, malheureusement, parce que c'est vraiment un travail que j'ai énormément apprécié, mais ça m'a aidé à faire cette transition aussi en revenant et en ayant Ok. très peu de coaching pour commencer en présentiel ici. Et donc, j'ai eu ces clients en ligne avec qui j'ai continué pour faire cette transition, commencer avec le club du rugby et aussi commencer à trouver quelques clients locaux pour les coachings privés et relancer un petit peu l'affaire ici. Ok, ah, magnifique. Je vois que tu es passé par tous les stades, coaching plutôt d'équipe, de groupe, du personnel. Et je rebondis sur quelque chose que tu as dit, le présentiel plus que le en ligne. Je te rejoins assez, c'est qu'en présentiel, on ressent des choses que tu n'as pas du tout en ligne. Au niveau Mm. du ressenti, au niveau de la communication, au niveau du visuel et tout. C'est vraiment, on est dans l'environnement même où l'athlète ou le client travaille. Et ça n'a pas de prix, je pense. Chose que tu ne Ouais. ressens pas du tout en ligne. Non, mais je pense qu'il ne faut pas non plus dénigrer l'importance et la pertinence du travail à distance. Je pense que pour certains athlètes, certains coachs, ça marche très, très bien. Et donc, ceux qui le font bien et ceux qui l'utilisent bien, je pense que c'est un très bon outil. Mais voilà, pour moi, je préfère ne pas le faire et faire un petit peu autrement. Mais comme tu l'as dit, le présentiel, c'est vraiment… Moi, ça me botte, donc on Mm. continue avec ça. Ouais. C'est important de faire des choses qui nous plaisent aussi. Comme tu dis, hein, on ne va Avant pas tout, commencer à se avant mettre tout. des contraintes parce qu'après, on se lève, on n'est plus motivé et puis on ne peut plus rien faire. Ça, c'est un Mm. problème. Niveau dans ton domaine, donc le conditionnement, d'où te vient cette envie d'être autant spécialiste? Parce que je pense que tu es le seul qui va aussi loin dans son domaine de conditionnement. On voit quand tu fais tous tes tests de matériaux, tes différents concepts de travail, tes différentes analyses selon tes tableaux, etc. Je n'ai pas vu quelqu'un faire la même chose que toi au final. Je pense que tu dois être le seul, en tout cas en Suisse romande. Je ne parle pas encore le suisse allemand pour aller voir aussi loin, mais qu'est-ce qui vient l'envie d'aller aussi loin dans ce domaine? Alors, je pense que je suis de loin pas le seul. Par contre, je pense que je suis un de ceux qui communique le plus. Ok. Donc, c'est certainement pour ça que tu m'as vu moi, en tout cas, ou que tu vois tout ce que je fais. C'est parce que je communique beaucoup. Je pense que les sciences du sport, de manière générale, et je généralise volontairement, mais c'est pas pour dire qu'il n'y a pas des exceptions, bien sûr, mais je pense que les personnes qui sont en général intéressées par les chiffres et par les mesures et par, je dirais, les sciences de manière générale, on va dire les sciences dures, si on peut les appeler comme ça en français, de hard sciences, sont en général un petit peu moins, ont des profils de personnalité, je dirais, qui sont moins enclins à beaucoup partager, à beaucoup parler, à beaucoup Ouais. au niveau social, au niveau média, au niveau communication. Je pense que c'est des qualités qui sont assez opposées et il se trouve simplement que j'ai une curiosité quasi infinie pour la science de manière générale, mais plus spécifiquement la physiologie et surtout la physiologie dans le cadre du conditionnement. Et j'ai aussi une soif de partage et de communication et de créer, de grandir une communauté. Et donc, j'essaie d'allier ces deux choses qui, à mon avis, en tout cas, ça marche assez bien pour moi. Donc, je pense que c'est une qualité que j'ai la chance d'avoir. Et donc, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a peut-être pas autant de communication de la part des autres protagonistes qui seraient Ok. certainement plus avancés que moi. Hein. Je suis encore, entre Ouais, guillemets, ouais. jeune dans le domaine. Et pour revenir à ta question originale, je pense que c'est la curiosité qui, avant tout, me pousse à continuer à creuser, à vraiment essayer de comprendre pourquoi.
de pas me reposer sur mes lauriers, de me dire, ah ben non, un tel a dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Ouais. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il y en a un autre qui dit Mm. autrement? Et la physiologie de l'exercice, c'est quelque chose qui est infiniment complexe. On ne comprend pas vraiment encore tous les tenants et les aboutissants. Il y a, je pense, un niveau de complexité supérieur qui est que quand on parle de conditionnement, quand on parle de physiologie dans ce cadre-là, tu as beaucoup de systèmes qui sont impliqués dans l'effort que tu vas produire. Donc, on a le concept de filière énergétique que tout le monde connaît ou tout le monde a entendu en tout cas. Et on se cantonne souvent à ça, mais on oublie qu'il y a différents marqueurs qu'on peut utiliser pour quantifier certains stades, certains points d'inflexion, certains seuils. On a la ventilation, on a la lactatémie, on a l'oxymétrie musculaire, on a plein d'autres unités de mesure qu'on peut utiliser et appliquer à différents modèles. Et c'est, à mon avis, ce qui fait qu'il y a une telle… C'est pas qu'il y a une complexité insurmontable, mais en tout cas, ça paraît un petit peu insurmontable quand tu commences à t'intéresser au sujet parce que différentes personnes utilisent différents vocabulaires, différentes Ouais. terminologies, différents points de repère pour parler de la même chose, en fait. Et donc, Ok. au final, moi, ce qui m'a intéressé quand je suis tombé dans ce monde-là, c'est de me dire, est-ce qu'on peut réconcilier tous ces différents concepts, tous ces différents modèles, et est-ce qu'on peut comprendre de manière holistique comment ça fonctionne pour ensuite déjà avoir un vocabulaire qui soit commun et une compréhension qui soit transversale, c'est-à-dire quelque chose qui s'applique, peu importe si quelqu'un parle de puissance critique ou de MLSS ou de FTP ou de seuil ventilatoire 2 ou de seuil du Ouais. lactate 2 ou autre, qu'on puisse tous parler de la même chose ou en tout cas le mettre dans le contexte pour que au final, les coachs et les athlètes puissent en tirer le Mm. maximum, l'appliquer et en tirer les bénéfices en termes de structure de l'entraînement et application de tous ces concepts. Ouais, clairement. En plus, en harmonisant tout ça, ce qui est pas mal, c'est que on ouvre au partage. Parce qu'on Mhm. comprend en fait qu'on parle de la même chose, mais on a peut-être juste un point de vue différent et on a peut-être été creusé dans un petit coin que les autres n'ont pas fait. En mettant tout ça Mhm. ensemble, on a la big picture, comme ils appellent ça. Et au final, tu as Exactement. des informations de qualité parce que chacun a creusé de son côté et ça complète l'image, quoi. Ça, Mhm. c'est vraiment pas mal. Du coup, je rebondis sur ma question suivante. Et puis, ça va rebondir sur ce que tu disais par rapport au Canada quand tu as quitté pour venir en Suisse. Niveau collaboration entre les coachs, comment est-ce que tu vois ça? J'ai vu qu'il y avait, je me souviens plus le nom du podcast où vous parliez de justement, c'est important de collaborer entre nous, coachs et préparateurs physiques, Mhm. pour justement pousser ce domaine pas à l'extrême, mais à être hyper pointilleux et précis dans ce qu'on dit, puis avoir une image où on voit tout en fait, on voit tout le spectre de ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut exploiter. Est-ce que les gens qui parlent plus scientifique, ils ont besoin des termes plus scientifiques, on se tourne vers une certaine personne. Quelqu'un qui a besoin d'être plutôt dégrossi et d'avoir des choses simples à comprendre et moins techniques, elle va plutôt voir une autre personne, etc. Comment est-ce que tu vois cette collaboration, toi? Je pense que déjà, il faut partir de l'idée que notre métier, c'est un métier qui est très, très jeune. Donc, autant on pense avoir compris beaucoup de choses, autant le métier de préparateur physique ou de coach, il est extrêmement nouveau sur l'échelle de l'histoire de l'être humain et des métiers de manière générale. Tu regardes un chef de cuisine, tu regardes un chef d'orchestre, tu regardes on va dire un general contractor en termes de bâtiment, donc qui va lier tous les différents corps de métier pour construire quelque chose, construire un bâtiment, une maison ou autre. Ça, c'est tous des métiers qui ont plusieurs centaines d'années au minimum, Ouais. voire plus. Et donc, je pense que c'est important de se dire qu'on est vraiment juste au début du développement de ce champ de compétences, en fait, que c'est encore très, très jeune et qu'on a tout à y gagner en essayant de faire continuer à évoluer et grandir notre métier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se comporter de manière professionnelle avec ses clients, mais aussi de manière publique, on va dire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut porter une cravate, etc. Mais je pense qu'il y a certainement une image qui est importante d'être véhiculée. Donc ça, ce serait la première chose à faire pour faire avancer les choses. Et après, en termes de collaboration, comme tu l'as dit, peu importe où on va jamais y arriver tout seul. Ce que tu apprends, tu l'apprends de quelqu'un d'autre. Certainement, tu vas reprendre des choses à ta sauce, mais de manière générale, la grande majorité de tout ce qu'on sait, à part ce qui n'était peut-être pas accessible au travers de certains outils de mesure qu'on a maintenant qui sont disponibles de par l'avancée de la technologie,
tous les concepts de base de la préparation physique. Je pense que Verkhoshansky, c'était un des premiers à vraiment les établir de manière extrêmement fiable, solide. Quoi qu'il arrive, la majorité de ce qu'il disait il y a plusieurs dizaines d'années se tient encore aujourd'hui. Peut-être encore une fois, il y a des différentes terminologies, il y a différents mots qui sont utilisés, différents cadres, différents modèles. Mais au final, si tu arrives à transcender ça et comprendre, c'est la même chose que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, on ne va pas réinventer la poudre. Par contre, on peut optimiser comment on le comprend, comment on l'applique avec nos clients. Et il y a vraiment un champ de connaissances qui est extrêmement vaste dans lequel il faut se plonger si on veut atteindre même juste un niveau satisfaisant en tant que coach ou préparateur physique. Parce qu'il y a tellement d'outils différents, il y a tellement d'approches différentes, il y a tellement de façons d'approcher la chose. Il y a du général, il y a du spécifique, il y a ensuite chaque sport individuellement, il y a chaque niveau de compétition aussi, parce que tu n'entraînes pas un gamin de 7 ans comme tu entraînes un athlète de haut niveau avec plusieurs saisons derrière lui. Enfin, je veux dire, il y a tellement de nuances ça prend quelques années, à mon avis, pour déjà faire le tour de la chose. À moins que voilà, tu as pris, et j'utilise cette référence-là, pas de manière péjorative, mais parce qu'elle me vient à l'esprit. Ah, j'ai pris un séminaire kettlebell, donc maintenant, tout ce que je fais, c'est du kettlebell. Je parle que kettlebell, c'est le seul truc qui fonctionne. C'est ma méthode. Moi, je suis un gars X, Y, Z. Je pense que c'est extrêmement réductionniste et je pense que on se limite en s'attachant aussi rapidement à une méthode ou à une approche ou à une personne, un coach, un mentor. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de beaucoup de monde et que, bien sûr, il y a une part d'incertitude quand on se dit je ne connais pas grand-chose. Donc, c'est des fois plus facile de se raccrocher à une chose et de se dire, voilà, moi, je m'accroche à ce bateau-là parce que ça me semble cohérent et puis comme ça, j'ai un point d'ancrage et puis j'ai pas peur de l'infini d'inconnus que je devrais peut-être explorer. Donc, je comprends les personnes qui se rattachent peut-être à une méthode ou à une approche tôt dans leur carrière, mais mon conseil, ce serait de continuer à explorer un maximum de différentes approches pour avoir une vue d'ensemble et pour ensuite pouvoir contextualiser son approche en fonction de la personne qu'on a en face de soi, que ce soit une personne qui veut juste se remettre en forme, perdre un petit peu de poids, un athlète dans un sport spécifique, etc., etc. Et dans ce cadre-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut apprendre d'autres, mais rien ne nous empêche de nous partager notre aventure, nos expériences, nos points de vue, nos perspectives. Et je pense même que avec le feedback des autres, on avancera plus vite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre son ego de côté, il faut accepter le fait qu'on fera des erreurs, il faut accepter le fait qu'on ne peut pas tout savoir, il faut accepter le fait qu'on va changer d'avis, on va devoir changer d'avis sur certaines choses au fur et à mesure qu'on avance. Et donc, pour certains, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'exposer, entre guillemets, à la critique. Mais je pense que je dirais même que on aurait avantage à le faire de manière volontaire, de s'exposer à la critique de manière volontaire pour justement avoir ce feedback. Parce que du feedback, c'est quoi? Si c'est constructif, bien sûr, pas si c'est juste pointer du doigt, rigoler et insulter. Mais si c'est constructif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir mettre à jour ton modèle, ton approche, ta perspective beaucoup plus vite que si tu fais juste ton petit bonhomme de chemin tout seul. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'on a avantage à partager ce qu'on pense savoir, qu'on pense comprendre, mais aussi donner du feedback, communiquer, peut-être apporter une pièce à l'édifice quand d'autres coachs partagent quelque chose qui peut-être n'est pas exact ou pas précis ou peut-être simplement faux parce que, encore une fois, on fait tous des erreurs, on est humain. Et je pense que ce serait la première étape, ce serait de plus communiquer dans les deux sens, autant dans le partage, autant dans le feedback, bien sûr, qualitatif, positif et constructif. Ouais, constructif. Comme tu dis, ça rejoint un peu, si on généralise, c'est la remise en question. Et moi, j'aime bien démystifier cette histoire de s'exposer à la critique. Et en fait, en disant, tu apprends beaucoup plus et beaucoup plus vite quand quelqu'un te fait un retour sur ce que tu as fait. Et en fait, il faut démystifier le fait qu'une critique ou que le fait de ne pas savoir est négatif en disant, ouais, je ne sais pas, apprends-moi. Et ça tourne le tout au niveau positif. Moi, je suis le premier à le dire, ça, je ne sais pas faire. Je reviendrai plus tard ou je vais m'orienter vers des gens qui sont spécialistes dans ce domaine.
ou suivre des tutos. Enfin, on se retrouve un peu de tout sur Internet. Faire Mhm. attention exactement à ce qu'on prend, mais la plupart des gens qui partagent l'information, ils essaient de la partager, une bonne information sur leur point de vue. Alors, c'est très bien, mais après, il faut aller discuter avec ces personnes pour justement essayer de comprendre la réflexion qu'il y a derrière et pas juste prendre l'information en disant il a dit ça, ça c'est juste, mais quelle est la réflexion pour transmettre cette information-là? C'est quelque chose où Et je mets un petit point d'honneur dessus. absolument, et il y a une importance aussi dans ce que tu as dit, de se détacher de l'information qu'on apprend ou qu'on partage, dans le sens où comme quand tu es un athlète de haut niveau et que toute ta vie c'est le sport et que toute ta vie c'est la compétition et que d'un coup tu es blessé et que maintenant tu n'as plus rien, tu n'es personne, ta personnalité elle tombe aux oubliettes parce que tu n'avais pas de point d'ancrage autre que tes entraînements, ta Ouais, compétition, etc. Je pense qu'en tant que coach préparateur physique, on se doit d'avoir une base personnelle qui est solide, c'est-à-dire d'avoir un point d'ancrage et une personnalité qui n'est pas nécessairement complètement liée à ce qu'on fait de manière professionnelle, pour pouvoir se détacher de nos idées, pour pouvoir se détacher de ces choses qu'on pense comprendre, qu'on pense apprendre, qu'on pense savoir, pour que le jour où on doit se remettre en question, comme tu l'as dit, parce que c'est le point de départ fondamental si tu veux avoir une approche qui est scientifique. Le processus scientifique, c'est poser des questions, essayer d'y répondre, essayer de falsifier ses propres hypothèses pour les rendre plus ouais, forts, plus fortes. Et donc, c'est par défaut, en fait, chercher à casser ces modèles, casser ces idées, casser ces concepts, casser ces hypothèses. Et tant que ça tient, plus ça tient, et plus on sait que c'est des choses qui sont robustes et solides et qui vont pouvoir être appliquées dans le temps et perdurer. Mais encore une fois, pour ça, il faut avoir une fondation individuelle, personnelle, qui est solide. Parce que sinon, tu t'associes très, très vite à tes idées. Et après, quand c'est le moment de te détacher d'une idée pour une raison ou une autre, certaines possible. personnes ont beaucoup de mal à le faire parce qu'ils Ouais. ont tellement investi de leur personnalité, ils sont tellement attachés à cette idée qu'ils ne peuvent plus s'en défaire, sinon ils ont Ouais. l'impression de plus être qui que ce soit. Ouais, et puis ouais, justement, bah, se détacher de cette idée ou de cette réflexion, va dire, bah, en fait, tout ce que j'ai fait, ça sert à rien ou c'est caduque. Et du coup, bah, tu persistes dans une information qui est fausse, alors qu'en fait, il suffirait juste de, OK, j'avais mal compris, on rechange, on évolue. Mhm. Je te rejoins tout à fait. Une dernière, avant-dernière petite question. Euh, Qu'est-ce que tu réponds aux gens quand ils disent que c'est impossible pour eux? Que ce soit dans le domaine entrepreneurial, personnel. Plutôt, bah, si tu veux partager des exemples de coaching, moi j'ai eu quelques exemples, par exemple, de coaching en me disant, mais moi je ne pourrais pas. Puis je dis, bah, OK, on se fixe ça comme objectif, je te montre que dans 2, 3, 4, 5, 12 semaines, c'est faisable. Démystifier le moi je ne pourrais pas parce que je ne suis pas comme lui. C'est un élément aussi de comparaison où les gens disent, je ne peux pas parce que je ne suis pas comme ça. Je pense que tu scelles ton propre destin quand tu dis ça. C'est-à-dire que pour que les choses se passent, il faut les manifester dans la réalité dans laquelle on évolue. Et donc, de dire que tu ne vas pas pouvoir faire quelque chose, ça va certainement valider, valider ce que tu as dit, c'est-à-dire que ça va pas se passer. Mais je pense que le fait de dire à haute voix ou même d'écrire les choses que tu souhaites faire et souhaites atteindre, ça fait en sorte que ça devienne quelque chose de tangible. Maintenant, je l'ai dit, donc ça existe dans le monde. Ça ne s'est pas encore passé, mais comme je le disais ce Ouais, matin dans ma pensée du jour, je continue à dire que je vais sortir ce cours d'ici la fin du mois, parce que comme ça, je sais que je vais sortir ce cours d'ici la fin du mois. ouais, Parce que je me force. Tu matérialises, tu tu concrétises la matérialises, ouais, chose. exact. Ouais, tu commences à le Et, et- matérialiser. et je pense que même si tu ne crois pas à ce que tu dis, il faut te le répéter chaque matin, chaque soir, chaque jour. Et si tu le fais assez, et si tu fais même des petites étapes, des petits pas dans la direction de cet objectif, un petit peu chaque jour, tôt ou tard, tu y arriveras. Ouais, c'est clair. Joli. Euh, Niveau entrepreneuriat, ça c'est une question qui est assez personnelle, tu y réponds si tu as envie. Est-ce que tu as eu peur ou tu as appréhendé le fait de dire, OK, je me lance à 100% dans cette activité? Et puis la deuxième question, je pense que tu vas y répondre en répondant à la première, c'est euh, est-ce que tu te voyais, est-ce que tu avais cette vision d'avenir au point où tu es actuellement avec ces coachings? Est-ce que
là où tu es actuellement dans ton entreprise personnelle, est-ce que c'est ça que tu avais visé quand tu as commencé au Canada ou quand tu as commencé quand tu es revenu en Suisse? Je pense que je ne savais pas exactement ce que je visais quand j'ai commencé à, on va dire, être agressif sur ma communication et sur les médias et sur le podcast et ma chaîne YouTube et autres. Je sais ce que j'aime faire et je pense que mon emploi du temps et ce que je fais au quotidien évolue déjà en fonction de ce que j'ai la possibilité de faire. C'est-à-dire que ma semaine telle qu'elle est organisée maintenant, comme je te l'ai dit juste avant, en gros, j'ai 3 jours de coaching dans la semaine, un jour plus ou moins par semaine qui est dédié aux tests de profilage, aux tests d'effort avec les athlètes, un jour qui est dédié à de l'administratif et l'enregistrement de podcast. Donc, ça me fait 5 jours semaine. Euh, c'est pas quelque chose, c'est pas une structure que j'avais l'année passée, par exemple. L'année dernière, c'était entraînement tous les jours, coaching, parce qu'il fallait le faire, parce qu'il fallait payer les factures, parce qu'il fallait que Ouais. l'argent y rentre, etc. Maintenant, j'ai l'opportunité de commencer à structurer mon emploi du temps comme je le souhaite, ou en tout cas un petit peu plus comme je le souhaite. Et ce que je compte faire maintenant, c'est me dire où est-ce que je suis maintenant, où est-ce que je veux aller. C'est pas nécessairement une vision que j'avais il y a de ça maintenant 2 ans que j'ai vraiment relancé les affaires sérieusement ici. J'avais pas cette vision. Par contre, je savais que le travail que j'allais fournir allait me mener. Je ne savais pas encore où j'allais, mais je savais que le travail allait me mener là où je voulais aller, si ça a Ok. du sens. Ouais. Donc, je savais que ces efforts ne seraient pas en vain. Je savais que ça prendrait du temps. Hein. Voilà, ça prend 2 ans. Ça a pris 2 ans de poster quasiment quotidiennement sur ma chaîne YouTube, de poster souvent plusieurs podcasts par semaine, de coacher plusieurs dizaines d'heures par semaine pour en arriver où je suis maintenant. Et donc, ça fait un bon bout de chemin. Est-ce que j'avais peur? C'était ta première question. De moins en moins. De moins en moins. Plus ça avance et plus tu trouves une stabilité et plus tu apprends et tu t'organises, tu diversifies tes moyens de revenus, tu établis une certaine stabilité pour toi-même et moins en fait tu vas craindre ah ouais mais là si je perds un client là ça va me faire tant moins par mois donc etc. Je pense c'est clair que dans les premiers mois, dans les premières années pour un entrepreneur c'est vraiment facile, je dirais quasiment jamais facile, mais tu te lances pas dans l'entrepreneuriat pour la facilité. Ouais, on est d'accord. Euh, ça demande énormément d'efforts, énormément de travail, énormément d'investissement en temps, en émotion, en énergie, en travail et en sacrifice aussi. Et il y a une part de peur, je pense, qui est normale parce que alors, il y a certainement certaines personnes qui aiment évoluer dans un tel Un environnement climat de de stress, ouais. pression. Ouais. Ouais, exactement. Mais je pense que la peur, elle est naturelle. C'est un signe que tu fais ce qui est juste en tant qu'entrepreneur, à mon avis. Si tu es entrepreneur et tu n'as pas un petit peu peur de ce que tu es en train de faire, c'est peut-être que tu n'es pas assez entreprenant Ouais. dans ce que tu fais. Tu devrais essayer de pousser un petit peu plus loin parce que faut se dire qu'en tant qu'entrepreneur, bah, très souvent, tu marches vers l'inconnu. J'aime bien cette idée ou cette image de regarder devant soi en marchant à reculons. C'est vraiment ce qu'on fait en fait. On avance, mais on avance à reculons, c'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment où on va. Et Mhm. donc, ça demande énormément de courage. Et donc, c'est normal d'avoir peur d'avancer. Euh, mais il faut simplement être résolu dans la direction qu'on prend et pourquoi pas avoir peur de changer de direction si on ressent le besoin ou si on voit que ce qu'on essaie de faire ne fonctionne pas. Mais je pense qu'une part de peur est même nécessaire si tu veux continuer à te développer et à évoluer en tant qu'entrepreneur. Magnifique. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, vous voyez, il ne faut pas avoir 100% des réponses pour avancer. Il faut y Non. aller, il faut essayer, et puis on regarde étape par étape. C'est ça, ça c'est beau, c'est un très joli message que tu transmets là. Et c'est important, Faut ceux qui se- attendent 100% des réponses, jamais on partira. Il faut y aller, même Non, si tu as 10%, voilà. il n'y a jamais un bon Oblige-toi. moment pour le faire. Il faut sauter et il faut se faire pousser des ailes en tombant. C'est, à Yes, mon avis, la meilleure façon de le faire. magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. La fameuse question traditionnelle, je te laisserai le temps un peu pour réfléchir. Quel est le secret tips que tu aurais voulu avoir tout de suite, comme ça, livré en série? T'as rien besoin de faire.
peu importe le domaine, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le coaching, que ce soit dans l'organisation personnelle, quel est le truc que tu as appris avec ces années d'expérience que tu aurais voulu avoir en série tout de suite? La patience, Ah, joli. l'importance de la patience. Que Rome ne s'est pas construit en un jour et que quand tu essayes de construire que ce soit un petit château ou un empire, eh ben, ça va prendre du temps. Et donc, il faut mettre la main à la pâte tous les jours. Il faut avoir la vision sur le long terme de où tu vas, ou en tout cas de ce que tu essaies de construire, même si la vision est un petit peu floue au début. Comme je t'ai dit, j'ai pas nécessairement encore une vision parfaite de où je veux aller. J'ai une bonne idée de la direction dans laquelle je veux me diriger et de comment je souhaite organiser mon temps, mon énergie, mes activités dans l'avenir avec peut-être plus d'opportunités ou avec les développements futurs que je vais pouvoir faire. Euh, mais il faut être extrêmement patient. Il faut être impatient au jour le jour, c'est-à-dire que chaque jour, il faut travailler comme si c'était ton dernier jour, mais en même temps, il faut savoir qu'une fois que cette journée elle est terminée, eh ben, c'est une journée de plus, une brique de plus à l'édifice et que faut pas regarder trop loin non plus parce que sinon on se décourage, je pense, assez facilement. C'est un petit peu comme, comme quand tu es sur le rameur et puis qu'il te reste 1000 mètres à faire. Tu ne penses pas aux 1000 mètres qui te restent, tu penses aux 10 prochains coups que tu dois mettre sur le rameur et tu penses en petits segments comme ça. Donc voilà, patience et avoir confiance dans le travail que tu fournis chaque jour et qui te mènera là où tu veux aller si tu arrives à rester structuré, rester discipliné et rester appliqué dans ce que tu fais. Yes, on dit souvent, hein, une patience infinie donne des résultats immédiats. J'aime bien cette phrase. Et puis, moi, je suis impatient, je me la répète en me disant, OK, bon, on attend, enfin, on patiente. Enfin, je suis quelqu'un à la Mm. base qui n'est pas du tout patient et j'ai dû apprendre justement avec le temps à faire ça. Magnifique, merci pour tout. Parler dernière chose que tu as dit dans le podcast, Upside Strength Academy. Mhm. Est-ce que tu veux nous en parler? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Moi, j'ai hâte que Avec ça plaisir. sorte. Ouais, moi aussi. Alors, j'ai eu pas mal de requêtes ces derniers mois pour des présentations un petit peu plus détaillées sur certains sujets que j'aborde, que ce soit dans mes podcasts ou dans mes vidéos sur YouTube. Et donc, j'ai décidé de structurer ça sous forme de formation en ligne. Alors, ce n'est pas une grande formation, ça va être à raison pour cette première formation, ça va être 2-3 heures de contenu focalisé sur comprendre notamment les seuils physiologiques et les zones d'entraînement parce que, comme je te disais avant, il y a énormément de confusion parce qu'il y a énormément de différents modèles qui sont appliqués. Et donc, j'essaye de synthétiser toute cette information, d'avoir une vision d'ensemble qui permettra ensuite aux personnes qui participent à cette formation de simplement comprendre le contexte de tout ce qu'ils vont lire ou apprendre quand on parle de conditionnement, quand on parle de différentes intensités de travail, quand on parle de physiologie de l'exercice, afin de, encore une fois, ne pas être bloqué par oui, mais moi j'avais appris avec telles unités de mesure et maintenant lui il me parle Ouais. avec d'autres points de repère. Donc vraiment avoir cette conceptualisation, c'est une formation qui va rester très théorique. Ça ne va pas être comment écrire un programme en conditionnement, ça je veux que ce soit extrêmement clair. Donc c'est vraiment plus on va dire, dirigé pour les coachs, pour les préparateurs physiques, peut-être pour les athlètes qui ont envie de comprendre comment toutes ces choses-là fonctionnent. Et l'idée, c'est ensuite d'avoir d'autres formations qui vont devenir disponibles sur cette plateforme. J'ai envie de faire une formation sur le travail respiratoire, sur le Moxie Monitor comme outil de travail. Il y en a d'autres aussi qui se profilent et très certainement également partager cette plateforme ou la rendre disponible à d'autres intervenants qui produisent du contenu de qualité, qui ont des choses importantes à dire et à partager et que je souhaiterais également mettre en avant. Donc, un portail éducationnel, si on veut l'appeler comme ça, ou en tout cas une ressource où on va pouvoir trouver des sujets qui sont pertinents pour les coachs, préparateurs physiques, des sujets qui sont mis à jour, qui sont remis au goût du jour en tout cas, et essayer de rendre ça disponible, comme je t'ai dit, d'ici la fin du mois. Ouais. Bah, ça me promet, en tout cas, c'est un peu hyper intéressant de ce que tu dis, que ça reste évolutif. On voit Mhm. souvent ces plateformes de formation qui donnent une formation, puis ça fait 5 ans qu'elle est là, et puis en fait, les choses changent très, très, très vite, surtout Oui. dans le monde du sport ou autre.
il y a une tendance qui sort, puis après c'est plus une autre, puis en fait, ben, on comprend que ça, on faisait faux dès le début, mais que comme c'était un effet de mode, et ben, en fait, il faut le changer. Mhm. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Bah, j'ai hâte de voir ce que ça donne quand ça sort. Merci. Puis bah, voilà. Merci Super. d'avoir partagé tout ce contenu, d'avoir été là. Euh, bon courage pour la fin de journée. Merci, toi aussi. Et puis, on se voit à une prochaine. À bientôt. Et ciao.